peu long. Non, pas du tout, merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant, parce que effectivement, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, et en même temps des choses qui ne sont pas communes, et c'est intéressant de partir des deux. Alors moi, ce que je constate quand même, c'est simplement une annotation de sociologie du droit, là, c'est que aujourd'hui, on voit se développer un nouveau type de normes qui s'appliquent au comportement ou aux règles organisationnelles et qui ne sont plus des règles de procédure pénale. Là, je parle plutôt en juge et en juriste. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème, c'est plus la procédure pénale. C'est les règles organisationnelles du parquet ou de cas secrété un tribunal particulier, et qui sont des normes pratiques. Comment on va faire pour, comment on fait ici pour. Et je pense à tout ce nouveau registre des guides de bonne pratique, des guidelines, des rules of conduct, etc., qui sont en fait, qui viennent en grande partie des États-Unis, mais qui partent de l'idée que ce qui compte, c'est le comportement, c'est plus la règle de procédure formelle. Ça, quoi, je ne sais pas si mes collègues ici partagent ce point de vue, mais on a vu apparaître un nouveau type de règles. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc il y a à la fois des problèmes de pratique, je crois qu'il y a vous avez soulevé, et puis en même temps, des problèmes théoriques, pardon, et puis en même temps, effectivement, des questions pratiques. Alors là, le débat est ouvert. Peut-être ceux qui veulent intervenir, qui se présentent d'abord pour oui, moi je craque, hein, je craque. Je suis un psychologue hospitalier honoraire qui a longtemps fréquenté les hôpitaux psychiatriques et les lieux d'enfermement, et je suis au premier chef intéressé par tout ce que vous me dites. D'abord, on ne peut pas ne pas penser aux illégalismes dont parle Michel Foucault. Enfin, en 1976, il abordait la question dans les lieux d'enfermement comme le pénitentiaire, ces systèmes d'arrangement entre détenus et gardiens dont les actes étaient connus de la hiérarchie et permettaient de les maintenir assignés au silence, victimes finalement de leur jeu corruptif. Hein, ça, c'est cet aspect-là. L'autre aspect, oui, c'est une question. Dans le service public, par exemple, je prends la Seine-Saint-Denis, il est fréquent que, c'est gratuit, c'est service gratuit, que nous recevions des patients qui nous payent d'une certaine façon par une bouteille, enfin, bon. Et la question, c'est que faire de ça? Est-ce qu'on accepte ou pas? Si on ne l'accepte pas, les gens sont blessés, on sent bien qu'on les blesse. Enfin, je pense à l'hôpital franco-musulman, par exemple, avec Mazet, etc. C'est vraiment difficile. On avait résolu la question à notre façon, en faisant savoir aux personnes que ce qui nous était donné était pour l'équipe. C'est-à-dire qu'on diluait au fond tout ça dans l'équipe. On disait que l'équipe allait effectivement bénéficier de ce don qui nous était fait. Hein, c'est un autre aspect, une façon de, pas de détourner, mais d'accepter le don comme s'ils avaient à payer quelque chose, ils avaient besoin de le donner, et en même temps nous n'étions pas corrompus puisque nous partagions. Et cette question de partage renvoie au brouillage du code culturel et aux dilutions de responsabilité, c'est-à-dire que les conditions de possibilité de ce genre de corruption dans notre Seine-Saint-Denis, c'est quand même ces brouillages-là. On est brouillé, on ne sait pas trop comment fonctionner, et ça permet tous les excès, ou au contraire, une autre façon de fonctionner, une autre alternative. Hein, ça me paraît... Alors il y a une question auquel on ne pense pas, et là ce sont les militaires qui l'abordent chez eux, je pense aux Invalides par exemple, simplement l'espace de l'hôpital des Invalides. Qu'est-ce qu'on fait du syndrome du vieux sergent? C'est-à-dire de ces gens qui connaissent, qui sont des anonymes, qui connaissent parfaitement tous les rouages, qui incarnent la transgression, qui savent tout, et qui sont là, qui vont d'un truc à l'autre, et qui, par leur présence même, montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des excès dans tous les sens. Ces gens-là existent dans nos institutions, et quelqu'un qui est un peu institutionnotrope ou institutionnalisé, sait tout de suite à qui il a affaire, arrive à le repérer et à suivre les mouvements. Pour connaître un service, le seul moyen, c'est de repérer d'abord le vieux sergent, celui qui est là depuis toujours, et on va tout de suite pouvoir connaître les services. Est-ce que ça se passe comme ça en Afrique? Je ne sais pas, mais il y a ces observations prolongées qui permettent quand même un éclairage, mettre en échec un peu, pas la corruption, mais tout au moins la dévoiler. On sent qu'il y a quelque chose, la présence même dévoile ces hiatus entre
code, brouillage du code et dilution de responsabilité. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Je trouve intéressant, je m'appelle Georges Lombard, je suis juge de l'application des peines à Évry. Et ce que je trouve intéressant, ce que vous dites, c'est quand vous parliez du rapport corruptif, entre guillemets, entre détenus et surveillants, dans votre exposé qui est absolument extraordinairement intéressant, monsieur, vous parliez donc du rapport de la sage-femme et de la parturiente. Et à chaque fois, on a donc des utilisateurs, entre guillemets, qui sont en extrême position de dépendance et de faiblesse. Un rapport social qui n'en est plus un, puisque un écrasement de l'un par l'autre. Et il y a une incroyable dureté là-dedans. Y a-t-il encore du lien social? Et en tous les cas, le lien social est totalement corrompu, pour le coup. Et dans l'exemple que vous donniez donc, de l'école des sages-femmes, je pensais que la corruption était dans la transmission de la règle pratique, finalement. Dans ce fameux stage, au bout des... Voilà, il y a toute une génération professionnelle qui, du coup, va être abîmée, voire perdue dans l'utilité sociale et dans le service rendu à la collectivité. Enfin, voilà des façons de rebondir. J'aimerais choisir l'avocat en fait. Quel rapport vous faites entre les observations que vous avez faites et les différents territoires urbains, paysans, qui doivent produire des normes et des situations qui mettent les gens dans des situations différentes? Et donc c'est peut-être là qu'il y a aussi les conditions de production des différents types de normes. Ça, c'est une première question que je voudrais poser. Une deuxième question, mais là ça va peut-être aller un peu loin, à partir de quel moment un système de normes devient un système de pouvoir? Parce que par exemple, si on prend la vie carcérale française, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas un système de normes, c'est une délégation à des organisations criminelles, pour partie, l'ordre dans les prisons. Et là, on a un vrai système de pouvoir. Il n'y a pas tellement pas de droit en prison, monsieur. Oui, mais il y a une régulation. Je suis provocateur. Non, mais il y a une régulation. Comment? Il n'y a pas de droit. Il y a des règles pratiques. C'est ça. Oui, mais il y a même des gens qui les font observer, les règles pratiques. Il n'y a pratiquement pas de contrôle. Oui. Sinon, c'est pas celui des juges. Ah non, ça c'est clair. On est tout à fait d'accord. Ça s'arrête. Ça s'arrête à la porte de la prison. Alors, d'autres propos encourageants, peut-être, venant d'autres institutions. Oui. Alors, lisons, je suis doctorante en sociologie du droit, je travaille sur la promotion des normes de genre en Afrique. Donc moi, il y a le premier point, c'était par rapport au début de votre distanciation par rapport à l'anthropologie que vous avez appelée culturaliste. Et donc vous avez dit notamment que finalement dans les trois pays, vous observiez les mêmes phénomènes de corruption. Donc est-ce que ça veut dire d'abord que vous vous inscrivez en faux contre par exemple la socio-histoire chère à Jean-François Bayard, etc., qui fait la socio-histoire au sein de chaque État? Et après, c'est vrai que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur la pratique de l'observation. Par exemple, quand vous parlez du bon juge qui prend les sommes et après qui juge en fonction de ce qu'il est le droit, et celui qui juge en fonction de la partie qui lui a donné le plus. Voilà, comment vous avez vu ça concrètement de façon pratique? Et une dernière petite question subsidiaire, juste par curiosité, j'aurais aimé savoir ce que les humanitaires qui ne voulaient pas recevoir la chèvre ont fait de cette chèvre. Ça m'intéresse. Moi je pense aussi à la fin parce que les agents de développement prennent toujours les chèvres. Ils les prennent toujours. Donc c'était simplement Là, pour nous, l'exemple, c'était de montrer aux gens que ce qui pour eux est un cadeau de bienséance et apparaît pour ceux qui le donnent comme un cadeau forcé visant à être un investissement. Qui prennent au moins conscience de ça. Après, moi, je ne suis pas moraliste. Je ne suis pas en train de leur faire un code d'éthique pour dire s'ils n'ont pas le droit ou pas le droit des chefs. Moi, je reste à mon statut de chercheur simplement, mais c'est pour essayer, en l'occurrence, de leur faire au moins comprendre que ce n'est pas si naturel et qu'il y a un problème derrière. C'est tout.
mais je connais pas de gens qui va... À la limite, ce qu'il va faire, c'est que des fois, si on voit que quelqu'un... Ça nous est arrivé, nous aussi, que les gens tuent un mouton et on le bouffe, hein, tranquillement, comme dans la quête. Parfois, ça nous est arrivé aussi de dire, on le voit, puis on dit, ben non, non, c'est pas la peine, en essayant de leur dégager. Mais, bon, ça renvoie aussi à votre histoire de cadeaux, mais disons... Ces histoires de cadeaux, bien sûr, on est tous coincés là-dedans. Moi, ça m'est arrivé un jour de me retrouver à l'aéroport de Bamako avec un doctorant qui arrive et puis qui m'amène un super cartable en machin, cuir magnifique. Et j'étais, oui, même chose, j'étais emmerdé comme tout, parce qu'en plus, ce gars-là, je le trouvais pas du tout clair et je trouvais pas ce qu'il faisait bien et il me plaisait pas du tout. Il m'amène ce machin, j'avais vraiment envie de lui dire non, etc. Parce que je savais que chez lui, il y avait une intention. J'étais sûr que c'est une intention pour se mettre bien avec moi, etc. J'étais sûr, tel que je connais le gars. En même temps, c'était tellement une insulte que de lui refuser ce cartable que j'ai pas osé, quoi. J'étais un peu coincé dans ce genre de truc, j'ai pas osé. Là. Donc on est souvent dans des micro-dilemmes comme ça. Mais bon, je dis, là aussi, je dis pas ça en train de chercher un code de conduite ou de donner des bons points, mais surtout en disant, on est bien d'accord sur l'ambiguïté de ce type de situation. Après, on les règle comme on peut. Je vais répéter plutôt maintenant à la première question, enfin, la première observation. Sur ces nouvelles guidelines, etc. Ça me semble intéressant parce que, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un pluralisme horizontal. C'est-à-dire que la multiplication, à côté du droit officiel, de toute une série d'appareils, de règles et d'appareils normatifs. Et c'est ça, au fond, l'école du pluralisme juridique. Bon, c'est pas nous qui avons inventé, en tout cas, l'anthropologie, le pluralisme juridique. C'est des gens aux confins de l'anthropologie du droit et des juristes. L'anthropologie juridique s'intéresse au pluralisme horizontal. À côté des normes légales officielles, il y a des normes sociales qui tiennent lieu aussi de ça. Par exemple, à côté, disons, de la justice moderne, en Afrique, on laisse une place au droit coutumier, ou on va laisser une place au droit coranique éventuellement parfois, ou à d'autres droits comme ça. Mais c'est étendu à d'autres formes. Par exemple, on a pu parler en Afrique assez justement, c'était Benda Beckman, qui était des gens, je peux connaissais peut-être, c'est très intéressant, qui est décédé hélas, et le couple, lui est décédé, qui parlait du droit des projets. C'est exactement comme ce que vous dites, avec au fond, c'est multiplication des guidelines. Le droit des projets n'existe pas, il n'est pas reconnu comme droit. N'empêche qu'une grande partie des pratiques dans les institutions de développement sont régulées par ce droit des projets, qui est un droit écrit, avec les procédures de telle ONG, les pommes qu'ils imposent à ça, les règles qu'ils imposent pour faire des assemblées générales dans les villages et les comités de gestion. C'est une série de règles informelles, c'est pas reconnu par la loi locale. La loi du Niger ne reconnaît pas le droit des projets, mais le droit des projets régit une grande partie des activités des institutions de développement. Et je veux dire, pour moi, c'est quand même un droit formel. Et je pense que tous ces droits formels ont leurs normes pratiques. Et donc, moi, je mettrais les guidelines au niveau du pluralisme horizontal, alors je mets plutôt, si on veut la métaphore, les normes pratiques au niveau d'un pluralisme vertical. Par exemple, les normes sociales ont leur façon ont leurs normes pratiques. Il y avait eu un article très intéressant il y a une vingtaine d'années d'une collègue sur l'adultère chez les Peuls du Burkina. Alors c'est intéressant parce que l'adultère est réprouvé socialement et même religieusement, comme partout chez les Peuls du Burkina. D'accord? Donc c'est une norme officielle, c'est pas bien l'adultère. Et de fait, c'est un sport qui est pratiqué aussi comme à peu près partout. Il existe. Et elle avait simplement dit comment on fait pour le pratiquer de façon bienséante. Et elle avait mis à jour d'une sorte de norme pratique sur comment il faut le faire, mais pas en respectant un certain nombre de trucs, à partir d'un cas où les gens ne l'avaient pas respecté, y compris le mari en l'occurrence, qui avait été blâmé par les gens, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, il y a une sorte de code à... Il ne faut pas voir, il y a des choses qu'il ne faut pas voir, pas trop regarder, etc. Des choses comme ça, un peu, qu'il faut qu'on voit avec un code de l'honneur, peu importe. Et donc c'est intéressant, ça a montré qu'il y avait... Les normes sociales avaient aussi leurs normes pratiques. On sait tous les jours que n'importe quel pasteur ou n'importe quel imam ne respecte pas toutes les normes que lui-même enseigne à ses fidèles. Donc il y a aussi des écarts aux normes sociales qui existent. Dans les familles, regardez, une norme pratique en Afrique qui est extrêmement importante dans les familles, qui est, en cas de polygamie, toute femme coépouse doit considérer les enfants de ses coépouses comme les siens. Vous trouverez ça partout, hein. C'est dit dans tous les pays où il y a la polygamie. Quand il y a plusieurs épouses, chaque épouse doit considérer tous les autres enfants comme les... C'est une norme, tout le monde va vous le dire, tout le monde. C'est vraiment dit, hein, et les femmes aussi, je connais combien. Vous croyez que c'est vraiment appliqué? Non.
Simplement, il y a une façon de le faire. On ne peut pas ouvertement envoyer balader les autres enfants. Ça serait en douce, avec une petite stratégie pour favoriser ces enfants sans que ça se voit. C'est ce que j'appelle les normes pratiques. Donc vous voyez, toute norme officielle, donc le droit des projets a aussi ses normes pratiques, et d'une certaine façon, les guidelines que vous dites ont aussi leurs normes pratiques, c'est-à-dire personne ne les respecte vraiment. Moi je suis le premier, on a un code de déontologie, les codes de déontologie qui nous sont imposés nous maintenant. On n'a pas encore, vous savez qu'il y a une déontologie de la recherche avec des codes très compliqués au Canada et aux États-Unis. Ça arrive pour nous quand on travaille dans le domaine de la santé. On a des codes qui nous sont imposés, c'est-à-dire on doit passer devant une commission d'éthique. En droit, vous les avez. Une commission d'éthique, et on doit dire qu'on va faire signer à tous les gens qu'on va interviewer des formulaires de consentement éclairé. J'espère que vous n'avez personne qui va me dénoncer ici, hein. Parce que je ne le fais pas, je ne le respecte pas. La caméra, bon c'est pas grave. Bon. Non, je veux dire, on ne peut pas nous la respecter, on ne pourrait même pas travailler. Comment vous allez faire avec des femmes analphabètes en brousse, et même si je fais des sages-femmes, je leur fais consentement éclairé, ils vont dire ça c'est la police, c'est quoi, d'emblée on crée la suspicion si on met ça. Donc on ne peut pas la respecter. Et n'empêche qu'on est obligé, donc on contourne, on a notre norme pratique à nous, qui est de fait, on est dans l'écart à la norme officielle, mais ce n'est pas des trucs de droit. Non, mais je peux citer un exemple. Pour vous mettre à l'aise, je vais citer un exemple parce qu'on fait un projet qui filme, d'anthropologie juridique du procès, qui filme des procès en Chine, aux États-Unis et en France. Et après, on compare. Filmer en France, c'est interdit, mais c'est bien sûr possible. C'est en principe interdit, mais on peut le faire comme on veut, pratiquement, à condition, etc. Filmer aux États-Unis, c'est un business. Filmer en Chine, c'est interdit, mais pour le faire, il faut en donner une enveloppe. Voilà, le guanchi est... Voilà. Donc, on a dû budgéter ça pour réaliser. Alors, c'est au sommet du paradoxe. Si on ne fait pas ça, on ne filme pas. Et on n'a pas les films dans le temps et on ne peut pas faire notre recherche. Bien sûr. On se comprend. À un niveau élémentaire, c'est le consentement éclairé dans le domaine des essais thérapeutiques à Bicêtre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir le consentement éclairé pour faire des essais, mais on ne peut pas le donner, enfin, et puis les gens ne peuvent pas nous le donner non plus, on ne sait pas comment formuler, expliquer sur quoi consiste cet essai, et les gens sont pourtant censés donner un consentement à la lumière de nos explications. C'est extrêmement difficile, et les gens refusent la plupart de ce genre d'essais, et surtout actuellement, il y a un climat qui fait que... Bien sûr. Alors, sinon, le syndrome du vieux sergent, oui, c'est marrant. Moi, je leur ai dit, pour nous, le personnage stratégique, c'est le chauffeur. En Afrique, c'est le chauffeur. Parce que c'est le gars qui, dans les administrations, connaît toutes les combines des patrons, des machins, des institutions de développement. Toutes les institutions de développement ont toujours leur 4x4 avec des chauffeurs, machin. Et les chauffeurs, chez nous, c'est une source d'information stratégique. C'est un peu ça, c'est les trucs des trucs de travail. On en a quelques autres, des trucs comme ça, mais je ne vais pas vous les dire. Maintenant, sur la dureté, oui. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que la dureté soit incompatible avec le lien social. J'aimerais bien, quelque part, me dire que tu vois, il y a des sociétés douces avec un lien social, mais je ne crois pas que ça... Les sociétés, enfin, la vie quotidienne en Afrique est dure, hein, extrêmement dure, hein, la vie quotidienne. En même temps, elle est dure, mais en même temps, elle est marrante. C'est ça qui est, c'est un des problèmes, des paradoxes des pays où on vit. C'est-à-dire que l'Afrique, où disons, les interactions sont plutôt plus détendues et plus cool qu'ici, mais en même temps, il y a une violence permanente hein, dans la vie, pas que dans les trucs des sages-femmes. Enfin, c'est extrêmement vieux. On est confronté en permanence à des violences. Mais voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien, que la dureté soit hélas ou pas hélas. Mais j'ai l'impression qu'on peut avoir des sociétés très dures avec lien social, disons, et que ce n'est pas une variable dépendante d'une certaine façon. C'est un peu mon sentiment. Parce que beaucoup de choses sont extrêmement dures. Les rapports, oui, dans la santé sont durs. Dans plein d'autres domaines, les rapports sont très durs. Vous savez, il y a un grand paradoxe sur le truc du vol, par exemple. Si vous mettez on met souvent ses cousins, ses neveux, parce qu'on est censé avoir plus confiance en eux quand on veut créer des boutiques. Vous voyez, un commerçant qui veut créer des boutiques. Et régulièrement, le neveu ou le cousin se barre avec la caisse et on ne peut rien lui faire parce qu'il est cousin ou neveu. Mais un pauvre gars sur le marché a le malheur de piquer un truc, il est anonyme, il risque de se faire brûler vif avec le pneu, etc. C'est une violence terrible à certains moments. Et ça, c'est pas dans les États... là où il n'y a pas de dans les États, tout ce qu'il y a de plus polier, ça peut arriver à Abidjan ou à machin. Hein. Enfin, il y a des trucs d'une violence terrible. Donc,
Et en même temps, on ne peut pas dire que que le Niger ou le Burkina Faso soient des pays où il n'y a pas de lien social. Au contraire, ils ont même parfois la réputation d'en avoir trop, des familles trop étendues avec trop de solidarité familiale, sauf que c'est les deux à la fois. C'est vraiment des sociétés extrêmement ambiguës où la solidarité coexiste en permanence avec la dureté. Il y a une façon de le dire qui peut-être illustre le mieux. Le terme qui signifie jalousie et donc violence, etc., c'est le terme qui signifie enfant, demi-frère, n'étant pas de même mère. Et celui qui signifie solidarité, amour, entraide, c'est celui qui signifie enfant étant de même père, de même mère. Et vous voyez, mais c'est utilisé métaphoriquement dans l'ensemble du champ social. Et ça, dans à peu près tous les pays d'Afrique de l'Ouest que je connais, c'est la même expression qui a tendance à désigner ça. C'est-à-dire que la famille est le cœur à la fois des plus grandes haines, on le connaît depuis Bazin aussi ici, des plus grandes haines et des plus grandes solidarités. Mais dans un contexte tel que celui d'Afrique, où la famille a en plus quand même encore des rôles économiques relatifs, et il y a plus de rôles sociaux aussi, certainement qu'ici, c'est très fort, parce que les haines sont encore plus fortes, et les solidarités, mais sont aussi parfois plus fortes. Donc c'est le paradoxe, c'est que c'est les deux à la fois. Pour moi, mais là on est parti dans un domaine un peu difficile, un peu... Mais je ne sais pas si on est très loin de notre sujet, mais on peut répondre à ce que... Je suis pas très... Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la force des liens faibles. C'est-à-dire que la vie aux États-Unis, c'est la force de liens qui sont dans le fond très peu engageants. Et plus, on pourrait se risquer à se dire, plus la règle va avoir d'importance, plus dans le fond le substrat des mœurs sera, dans la vie quotidienne, parce que je pense que c'est tout à fait différent pour des grands, sera relativement faible, et c'est parce que précisément ces liens sont faibles qu'ils peuvent être productifs d'un minimum de confort. Pour moi, c'est très, très visible aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le comportement courtois et commercial de chacun est extrêmement prévisible parce qu'on sait que ça n'ira jamais plus loin, et que la socialité américaine est constituée de ces liens faibles. Tocqueville le disait déjà, c'est pas bouleversant, et quand on voit des liens plus forts qu'en Europe, et notamment quand on se rapproche de la société méditerranéenne, on a beaucoup plus de problèmes, mais à cause de la force de ces liens et de ce qu'ils engagent autre chose que justement les liens faibles. Mais dans certains secteurs, parce que aussi ça veut dire qu'on renvoie la violence dans d'autres secteurs aux États-Unis. C'est aussi une des sociétés les plus violentes il s'agit des ghettos. Donc. Bien sûr. Par rapport à l'Afrique, justement, est-ce que cette comparaison, libéralisme, règles, quand on met la règle, corruption, l'Afrique ne fonctionne pas tellement sur un mode de régime libéral. Enfin, c'est plutôt une organisation très structurée, vous parlez de la famille, la collectivité, tout ça. Et donc, ça veut dire, je ne sais pas, par rapport à la corruption. Et en plus, il y a quelque chose aussi, c'est que il y a quand même une grande précarité, une inquiétude forte pour le lendemain. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui se jouent à ce niveau-là, à l'ordre de la survie Oui, non, bien sûr. Je ne vois pas tellement le lien avec libéralisme ou pas. Vous savez, une des choses qu'on a repéré le plus... Effectivement, on dit toujours Afrique, lieu des liens communautaires et des solidarités élargies. Une des choses qui nous a le plus frappé dans le fonctionnement des administrations nigériennes, c'était ce qu'on avait appelé le chacun pour soisisme. C'est-à-dire l'absence presque totale de travail d'équipe à l'intérieur des administrations africaines. Contrairement à... Donc, là aussi, ça montre bien que ce qui peut être des normes sociales ou qui peuvent exister à l'extérieur dans le genre solidarité n'est pas du tout ce qui règle le comportement des gens dans l'administration. Alors que même parfois la norme officielle dit qu'il faudrait travailler en équipe. Prenez l'exemple de la santé où c'est particulièrement important. Dans la santé, le staff, c'est-à-dire la réunion de l'équipe médicale pour examiner les cas qu'il y a eu la veille, tous les problèmes et en discuter, c'est un truc vital dans l'amélioration de la qualité. Donc c'est que... Et la plupart des situations en Afrique, il n'y a pas de staff. Et il y a très peu l'absence de travail collectif dans les administrations, j'entends. Donc dans cet espace-là est au contraire frappante. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à, disons, aux images qu'on peut avoir.
C'est au contraire d'un individualisme à l'intérieur du métier extrêmement fort. Ce qui n'empêche pas le favoritisme et les réseaux, hein, ça c'est pas du tout le même niveau. Et donc je ne le dirais pas, moi, je ne ferai pas le lien avec le problème du libéralisme économique ou même du régime politique. Pour moi, on est quelque chose qui est infra, qui est à un autre niveau, c'est-à-dire... ouais, voilà. Ce qu'on ne peut pas dire, si on suit votre idée, c'est une proposition, que le vivre ensemble des sociétés traditionnelles a été précipité vers le chacun pour soi par le fait de la décolonisation ou de la colonisation. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas entre le vivre ensemble et le chacun pour soi? Pour moi, alors c'est extrêmement net. Autant je ne crois pas quand on dit que c'est le passé en termes précolonial de l'Afrique qui explique la situation actuelle, la corruption, la mauvaise gouvernance, etc. Je crois que pour l'essentiel, il y a deux caractéristiques qu'ont en commun tous les pays Ouest-Afrique, la plupart, 99% des pays africains. Ce n'est pas le passé précolonial qu'ils ont en commun. Il n'y avait rien à voir, le passé précolonial. Le passé précolonial des empires du Sahel n'a rien à voir avec celui des royaumes bantous, qui n'a rien à voir avec celui des petites sociétés lignagères de la forêt. Le passé précolonial africain est d'une diversité de systèmes, de régimes et de modes extrêmement divers. Mais ils ont tous les pays, ils ont tous eu plus d'un siècle, ou près d'un siècle de domination coloniale. Ce qui veut dire un siècle d'une bureaucratie qui a été importée sous une forme totalement dérogatoire par rapport à ce qui se passait au même moment en Europe. L'État moderne en Afrique a été vécu sous la forme de l'État colonial, dans son despotisme, dans son mépris de l'indigène, dans son mépris, etc. complet. Et qui d'ailleurs scandalisait les inspecteurs venant de la métropole, on le voit dans les archives. Quand ils venaient, des inspecteurs n'étaient pas habitués aux colonies, ils arrivent aux colonies, et ils n'en revenaient pas, ils voyaient de la corruption partout, dans l'appareil colonial, hein, etc., les privilèges, etc. Donc tous les pays africains ont eu ce même si on fait des différences entre colonisation anglaise et française, elle n'est pas si profonde. Bien sûr, il y a un peu plus d'indirect, mais en fait, sur le fond, c'est à peu près la même. Et tous les États africains, après l'indépendance, ont eu la dépendance envers la rente du développement et des institutions de développement. Alors, pour moi, ces convergences étonnantes dans les États africains aujourd'hui sur le fonctionnement quotidien des administrations, au-delà des régimes, parce que disons par exemple, la démocratisation n'a pas changé grand-chose au fonctionnement des administrations. C'est pour ça qu'on est dans un côté infra, je ne sais pas quoi, politique par rapport à... On est au niveau de l'administration et pas du personnel politique. Weber a distingué soigneusement les deux, et puis après, les gens après Weber ont un peu oublié que la question de légitimation, c'est pas du tout la même chose si on est au niveau du personnel politique ou si on est au niveau de l'administration. Nous, on se situe vraiment au niveau de l'administration. On avait commencé à voir déjà les problèmes sous les dictatures militaires, ils se sont amplifiés avec les démocraties. La démocratie n'a pas fondamentalement changé les normes pratiques, si vous voulez, dans le fonctionnement de l'administration. Mais ces deux gros massifs, de la rente du développement et du passé colonial, il me semble que c'est ça qui structure quand même beaucoup les similarités qu'on voit dans le fonctionnement des administrations africaines. Il y a eu des questions peut-être auxquelles vous avez... Oui. Bayard. Oui. Bayard. Oui, pardon. Parce que vous venez de dire, c'est ça. Parce que ce qu'on a vu dans le séminaire, c'est pour aller dans le sens de ce qu'on dit. Ce qu'on a vu déjà dans les 3 premières séances de séminaire, c'est le lien entre le thème de la corruption et la démocratie. Je dis bien le thème de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie devient problématique parce qu'il y a une variation concomitante avec la démocratie. Voilà. Qui est un peu mystérieuse, mais et en gros, quand il y a une dissociation, quand il y a une démocratisation, on le voit, alors il y a plusieurs exemples, hein, on le voit en Sicile, c'est très bien décrit par les historiens de la Sicile, où il y a une démocratisation rapide qui dépossède, qui destitue les latifondières et l'église, et du coup, il y a un pouvoir dans lequel on peut s'intercaler. Même chose à la Russie de Helsinki, même chose à la Colombie, au Mexique, etc. C'est-à-dire que, et ça veut dire qu'il y a on n'est pas au-delà de la délégitimation, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a le rêve de pouvoir fonctionner selon une règle abstraite, générale, une procédure. Et ça, c'est, dans le fond, extrêmement difficile à réaliser. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de la corruption avec la démocratisation, oui, c'est ça. Il y a une accélération du thème de la corruption et qui devient problématique. On la voit dans la vie française. Dans la vie française, le thème de la corruption apparaît au début de la Troisième République, qui est la première République qui marche. Alors, en Afrique, oui, c'est la même chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que si vous voyez les Afriques depuis l'indépendance, chaque tournant de régime s'est fait au nom de la lutte anticorruption. Et chaque fois, ça a enclenché plus de corruption. C'est-à-dire qu'après les partis uniques, les coups d'État militaires dans les rafales de partis uniques à l'indépendance dans les années 60. Rafale à la fin des années 60 de régime de militaires, tous
au nom de la lutte contre la corruption des partis uniques. Rafale de conférence nationale de démocratisation à la fin des années 90, tous au nom de la lutte contre la corruption des régimes militaires. Et aujourd'hui, chaque alternance ou même alternance se fait toujours au nom de la lutte corruption et avec toujours le sentiment un peu désespéré des gens que chaque nouveau régime en rajoute encore un peu plus de corruption au précédent. Donc effectivement, ça c'est très clair. Et aussi, il est clair que probablement il y a aussi des affinités, à mon avis, entre le régime post-communiste. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire. Bien sûr. Bayard aussi disait ça. Maintenant, sur Bayard, ce qui est intéressant, bon, moi j'ai aussi toujours une position tenir le plus grand compte de l'histoire, hein, ça c'est clair aussi. Maintenant, Bayard a une position dit anticulturaliste, hein, anti-identitaire, anticulturaliste, mais à mon avis, le culturalisme rend qu'il chasse par la porte, rentre parfois par la fenêtre quand il repart sur des trucs occultes, machin, et sa vision du rôle central de l'occulte et de la sorcellerie en Afrique, pour moi, c'est malgré qu'il le dise, une façon dont le culturalisme revient chez lui. Parce que d'accorder une importance démesurée à l'occulte dans les phénomènes, disons, administratifs ou politiques, ça ne va pas. Bien sûr que les phénomènes occultes existent, mais je veux dire, il ne viendrait jamais à l'idée d'expliquer les phénomènes politiques français ou même aux États-Unis par les horoscopes, même si Reagan les regardait ou qu'on dit que machin. On sait tous que on ne va pas expliquer ça. Pourquoi on le fait lorsqu'il s'agit de l'Afrique? Bien sûr, ça joue un grand rôle dans la vie, etc. Mais on ne peut pas dire forcément que ça modifie les règles du jeu politique. Tout le monde pour les marabouts de ça. Mais je ne suis pas sûr que ça marque d'une façon spécifique le jeu politique qui est le même qu'ailleurs. Tu vois, des choses comme ça. Bon, c'est mon petit désaccord avec Bayard. Moi, la question, ce qui me surprend, c'est que si cette vieille femme est de la même ethnie, ou du même groupe ethnique, et elle parle la même langue, que l'infirmier et sa femme, est-ce que ça change quelque chose? Ça peut rentrer à ce moment-là dans le... Ça dépend. Là aussi, c'est des questions de contexte. Elle peut rentrer dans le cas des gens recommandés. C'est-à-dire si les deux sont minoritaires. Je veux dire, vous avez à Niamey, les Peuls sont très minoritaires à Niamey, et les Peuls qui viennent parfois à l'hôpital, bon, il y a les Peuls de ville qu'on ne peut pas distinguer des autres, c'est des fonctionnaires, mais le Peul de brousse, celui qui veut derrière les troupeaux, on va le reconnaître. Si la femme va venir et que l'infirmier lui-même est Peul, probablement son cas va s'arranger. Parce qu'elle est d'une minorité avec un infirmier d'une minorité, et donc il y aura probablement une reconnaissance. Si maintenant la femme, disons, elle est Haoussa et que l'infirmier est Haoussa, il s'en foutra totalement parce qu'il y a 300 000 Haoussa à Niamey et qu'il n'y a aucune solidarité qui va jouer à ce niveau-là. Donc, cette composante va être contextuelle. Voilà. Dans certains cas, elle va rentrer... Hein, plus ou moins selon les pays, par exemple, voilà. Au Tchad, ceux qui sont de l'ethnie du président sont appelés les intouchables. Bien sûr. Et donc eux, ils n'auront jamais de problème aux frontières, etc. Voilà. Enfin, ça dépend des pays. En fait. C'est pour ça que ce qu'on veut dire, le champ des gens protégés, c'est que j'appelle les gens favorisés, enfin ce qu'on appelle au Niger les PAC, parents, amis et connaissances. Donc ce champ-là, qui est un peu le genre des gens, est variable suivant les contextes politiques ou les contextes locaux, quoi. C'est ça ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Solidarité des alors après, mais c'est pas systématiquement la solidarité ethnique que parfois que voient les gens dans une vision trop ethniciste. Elle peut être mobilisée dans certains cas, et puis la plupart du temps ne l'est pas du tout. Pour ça, je veux dire, c'est là que c'est contextuel. Alors, et les territoires entre la ville et les... Ah oui, très bien. Il est quand même. Alors, c'est vrai que probablement chez nous, dans notre enquête sur la corruption, on avait probablement un biais urbain, parce que comme on se concentre sur l'administration, c'est quand même plus facile de la voir dans les villes, parce qu'elle est quand même réduite souvent à sa plus simple expression à la campagne. Mais après, dans d'autres études, on a vu, et la façon dont ça se passe dans les campagnes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, un agent de l'élevage ne va pas aller piquer les animaux de l'éleveur contre tel machin sans que le gars le paye, quoi. C'est-à-dire une sorte de privatisation. C'est-à-dire, de fait, ça aboutit dans les campagnes à une privatisation informelle complète de l'État. Aucun service de l'État n'est délivré si le paysan ne paye pas. Et donc les plus pauvres, qui est à la fois la richesse du pays comme le Niger, économique, mais en même temps les plus éloignés du monde urbain qui sont les éleveurs, sont les plus rackettés par tous les fonctionnaires qui sont dans le paysage. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'avoir un sondage Afrobaromètre qui vient d'avoir lieu au Niger. C'est notre labo parce que pour des raisons financières, on a pris le marché mais pour faire vivre le labo, mais c'est pas une bonne affaire parce que ça a été fait par l'Institut national de la statistique et tout. Si on discute de la façon dont sont faites les enquêtes par questionnaire en Afrique, c'est un scandale total. C'est totalement bidonné. Mais peu importe. La plupart des sondages Afrobaromètre disent que dans les milieux ruraux, les gens disent qu'il y a moins de corruption, il y aurait moins de corruption qu'en ville. D'accord ? Et on a eu les mêmes résultats sur le Niger, qui sont les mêmes résultats qu'ailleurs, ce qui fait que peut-être les enquêteurs ont simplement recopié ce qu'il y avait ailleurs.
Mais la raison aussi peut s'expliquer relativement, c'est-à-dire que en ville, c'est relativement beaucoup plus facile de parler de corruption des agents que pour des paysans. Quand des paysans, il se trouve, les questionnaires Infobaromètre, c'est invraisemblable, ça veut 3 heures pour les remplir. Un questionnaire, vous imaginez, 3 heures. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui vont aller passer 3 heures à discuter avec un éleveur pour remplir ça, le questionnaire. Surtout qu'ils doivent en faire normalement de 6 heures du matin à 22 heures. Donc c'est pas possible. Mais n'empêche que, probablement, en milieu rural, bon, les paysans auront tendance à ne minimiser le thème de la corruption parce qu'ils craignent des ennuis. Alors qu'en ville, bon, les gens s'en foutent maintenant. Vous voyez, le problème que peuvent poser l'interprétation de trucs comme Infobaromètre, il faut vraiment les manier avec beaucoup de précautions. Moi j'avais aussi des... il n'y a pas d'autres questions, j'avais aussi des... Je veux bien. Pas quoi? Je voudrais bien poser des questions. Merci. Je me demandais si... Vous pouvez vous présenter pardon, Tobias Girard, anthropologue. Je me demandais si, quand vous parlez de la corruption palliative, est-ce que vous avez remarqué aussi une catégorie qui irait au-delà? Parce que dans le côté palliatif, ça donne l'impression que ça vient pour corriger un dysfonctionnement. Mais est-ce qu'il y a des types de corruption? Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la petite, de la grande corruption ou de la corruption de je ne sais quelle couleur. Une corruption qui serait en fait, je sais pas, soit plus efficace, plus performante ou plus humaine. Dans le sens où il y aurait des systèmes qui fonctionneraient mieux quand ils seraient corrompus. C'est la remarque que vous faisiez tout à l'heure. Et je pensais notamment, parce que quoi, quelqu'un qui est corrompu, ça veut dire qu'il a un grand réseau, qui connaît toutes les règles tacites et informelles et pratiques, et que aussi c'est peut-être aussi ce type de personne-là qui peut être à même d'être du coup plus efficace dans les missions qui s'est donnée, en disant aussi que la corruption, enfin les corrupteurs, les grands corrompus de l'histoire ont aussi été souvent des grands hommes d'État. Donc je pense aussi à ce domaine, parce que qui flirte avec le clientélisme, avec des notions très ambiguës comme ça. Avec aussi, donc derrière, c'est la même idée que le don. Attendez, ce que je voulais dire. L'huile dans les rouages, quoi. Oui, le don, c'est la fameuse... voilà, le don, le lien que vous faites entre le don, la pratique du cadeau et l'écart aux normes, qui est la base de votre définition de la corruption. Pourquoi, comment on en arrive à arriver au fait que quelque chose qui est considéré comme un cadeau normal par les uns, c'est considéré comme un écart aux normes par les autres? Pas forcément comme un écart aux normes par les autres. Il est considéré comme un cadeau bienséant par les uns et comme un cadeau forcé pré-raquette par les autres. C'est pas la même chose. Ils ne sont pas en train d'utiliser le langage des normes, forcément les références aux normes. Mais c'est-à-dire ce qui est... Voilà, ça n'a pas la même signification. Ben oui, c'est parce que simplement les uns utilisent la référence à un registre traditionnel ou néo-traditionnel du don, qui est donc quelque chose qui est valorisé et qui fait partie aussi de la vie quotidienne, le don contre don, etc. et la bienséance vis-à-vis de l'étranger. C'est surtout ça, en fait. C'était le don que l'on fait à un étranger. Quand un étranger vient chez soi, on se doit non seulement lui donner l'hospitalité, mais lui donner quelque chose, qui est un vieux... qui faisait partie du code de bienséance. Et c'est ça qui est le registre utilisé pour légitimer par les agents de développement. Et du côté des paysans, c'est vrai qu'ils le font aussi, mais ils le font en le ressentant, eux, comme un rapport forcé, la nécessité de faire un investissement corruptif pour avoir une part de la rente. Disons, voilà, c'est ça qui s'est un peu développé. Mais sinon, vous avez entièrement raison, et j'ai oublié de le citer, je voulais en parler, c'est cette fonction redistributrice de la corruption aussi, qui est une des façons de la légitimer. Vous avez un homme politique sénégalais important qui un jour a été accusé de corruption, etc., et qui a dit publiquement, il était un maire d'une des plus grandes villes du pays, oui, c'est vrai que j'ai détourné de l'argent, mais vous ne pouvez rien me reprocher parce que tout cet argent-là, je l'ai redistribué. Et il l'a dit dans un journal, dans une déclaration publique, c'est-à-dire valorisant son acte, c'est-à-dire fier d'avoir fait ça, quoi. Donc ça correspond effectivement à cette fonction redistributrice. Mais là, on est dans la... On n'est pas dans le don contre don, on est dans la redistribution de type clientéliste, c'est-à-dire le don clientéliste. Donc il y a différents types de rapports à l'argent qui sont assez différents. Vous avez la manne. La manne, c'est vraiment l'argent de l'aide extérieure qui tombe du ciel et sur lequel il n'y a pas normalement de contrepartie. Et quand on demande des contreparties, elles sont vécues comme des conditionnalités injustes, souvent dans la manne. Tout ce que les projets donnent comme conditionnalité pour accéder à la manne est vécu par les gens qui le reçoivent comme des injustices profondes, qu'on essaye de contourner, oui, systématiquement.
Je peux voir, si vous voulez, je peux vous en donner des exemples. Voilà. Ça, c'est un type particulier, c'est lié à la manne et à l'aide. Et donc tout le monde considère qu'il doit avoir sa part de cette manne, en faisant le minimum de, si possible, aucune contrepartie, et en tout cas le minimum, en minimisant toutes les contreparties possibles parce qu'elles sont injustes. Ça, c'est le flux de la manne de l'aide, c'est une chose. Maintenant, vous avez le don et le contre-don de proximité, qui n'est pas forcément lié à des trucs clientélistes. Je dépanne mon voisin qui me dépanne, je donne au mariage, j'en donne mal, qui est un truc qui est relativement fort, quoi, disons, assez large. Et puis vous avez alors maintenant tout ce système de distribution clientéliste, qui lui, alors ça renvoie au pouvoir, quelqu'un avait posé la question du pouvoir, qui est fondamentalement lié à cette capacité du pouvoir de redistribuer à des obligés, mais à ce moment-là, c'est des obligés, c'est-à-dire qu'il y a quand même une contrepartie. Et du coup, ça nous renvoie à ce qu'on appelle la corruption électorale, qui est un peu le foyer aussi. Alors, je pense par rapport à la démocratie, le centre, un des centres, il y en a toujours plusieurs, mais de l'accélération de la corruption en démocratie, c'est la place que prend la corruption électorale. Démocratie égale compétition électorale, et compétition électorale financement égale gros commerçants qui financent tous les partis et qui en attendent des retours sur investissement. C'est exactement ça. Nous, au Niger, nous sommes vraiment otages des grands commerçants qui ont financé tous les partis et donc qui rendent presque impossible les grandes déclarations de lutte contre la corruption, puisque c'est eux qui les ont fait roi. Donc c'est quand même assez difficile de se retourner contre celui qui vous a fait roi, puisque c'est eux qui ont financé. Et donc ça, vraiment, la corruption électorale est extrêmement massive, et c'est effectivement des distributions en échange d'une contrepartie qui est le vote. On est dans ce type de redistribution, mais c'est un des centres enfin, si maintenant on revient au problème de la corruption proprement dit, c'est vraiment un des foyers majeurs de la corruption, qui est la corruption électorale. Enfin, pour le Niger, j'en suis convaincu, pour d'autres pays aussi. Je pense que pour la France, c'est aussi... Oui. Oui. On avait, dans le sens de ce que vous disiez au début, on a fait il y a très longtemps ici à l'IHEJ, on avait une technique pour travailler sur la corruption qui consistait à inviter dans un lieu privé, dans un dîner privé, une personne acceptant de parler de la grande corruption. Et ce groupe était composé d'un commissaire de police, d'un juge d'instruction, d'un conseiller à la Cour des comptes, d'un sociologue et d'un historien. Bon panel. Et on passait une soirée ensemble, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, ça durait pendant 1 an. Jeu de la vérité. Et c'était extraordinaire, parce que, et alors là, c'était extrêmement intéressant. Alors la condition, pas d'enregistrement, rien du tout. C'était un échange avant pour mesurer. Et ça a très très bien marché, mais on a eu des pressions très fortes pour qu'on arrête. Et ceux qui sont venus ont accepté de jouer le jeu en général. Ils étaient contents même, d'une certaine façon, d'enfin pouvoir parler de ça. C'est le sentiment nous qu'on a. Les gens, quand on crée les conditions, enfin ils peuvent parler d'un truc qui ça les gonfle, jamais pouvoir en parler, ils sont bloqués là-dedans. Ils ont une sorte de soulagement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la grande corruption, elle répond à des paramètres un peu différents et elle n'a rien à voir avec la petite. C'est ça qui est intéressant. Il y a une discontinuité totale entre la grande corruption et celle que nous avons. Et ça fait. Mais ça confirme notre impression. Mais c'est quasiment inabordable par essence sociale. Exactement. C'est inabordable par essence sociale. On est bien d'accord, là, on a exactement le même diagnostic. C'est une dernière question. Dernière question peut-être. Je suis étudiant en sciences politiques. Elle répond peut-être que la grande corruption répond tout de même à des codes tacites, au même titre que la petite corruption. Vous citiez par exemple les 2000 francs, on les sort à un moment donné, on discute 10 minutes, etc. De ce que je peux imaginer de la grande corruption, particulièrement pour des questions de financement, etc. Elle répond aussi à des codes, à du non-dit. On dévoile ces cartes peut-être un peu plus à la fin. C'est-à-dire que la grande corruption, elle a une fonction tout à fait particulière, ce qu'on a compris nous. C'est une fonction de lien, mais quasi au sens tenir quelqu'un. Si vous voulez, un préfet nous a dit, il n'y a rien de plus facile et de mieux que d'avoir le maire de la grande circonscription de sa préfecture corrompu. Parce qu'on le tient. Alors, il en croque, mais après n'importe quelle politique de lutte contre le chômage, d'emploi, de tous les programmes sociaux, il obéit, c'est les plus observants, les plus compliants. Alors, la très grosse corruption, si vous voulez, c'est un apport massif de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, qui arrive assez peu souvent, mais qui arrive. Et la première chose, c'est de mouiller tout le monde.
dans le camp politique. Mouiller tout le monde pour tenir tout le monde. C'est les vedettes de Taïwan, etc. Bon. Et c'est pas du tout pour soi, parce que pour soi, ça marchera jamais. On tient tout le monde, et on se tient entre nous, qui, entre parenthèses, pose des dangers à long terme beaucoup plus graves, parce que c'est... Donc c'est une fonction... les vedettes de Taïwan, qui, entre parenthèses, il y a plusieurs morts de gens, d'officiers taïwanais, français, etc. C'est plusieurs morts, hein, l'affaire de Taïwan, c'est pas des rigolades. Tout le monde doit être tenu, parce que c'est la fonction. C'est un système de régulation sociale. C'est dans la moyenne corruption aussi, le principe d'arroser tout le monde. Je peux vous donner un exemple. Une jeune fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, que je connais parce que c'est une pour ma famille, elle arrive, elle est la dernière personne d'une délégation qui va dans une capitale africaine. Il se trouve qu'elle se mariait, et bien un représentant du chef d'État vient lui donner un cadeau de voyage de noces. Alors qu'il ne pouvait rien attendre de cette personne dans l'immédiat. Vous voyez, et son chef lui dit, il ne faut pas refuser. Donc ça c'est le système, je mouille tout le monde, j'arrose tout le monde. Oui. Alors c'est encore autre chose, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a constaté dans la magistrature française, c'est le risque, et le risque, c'est que une technique bien maîtrisée de la corruption consiste, il faut corrompre quelqu'un à son insu le plus longtemps possible, pour que le jour où il découvre qu'il est tenu, soit trop tard. Alors le schéma traditionnel, c'est un jeune magistrat est nommé dans une ville qu'il ne connaît pas, et encore mieux, outre-mer. Et il trouve par miracle un appartement tout de suite, ça arrange ses affaires. Il ne connaît pas le prix du marché. Il arrive. Alors on lui dit, tenez, moi je suis notaire, ça tombe bien, j'ai eu un appartement superbe, etc., tel prix. Ah c'est formidable, oui, c'est très très bien. Et puis on va lier connaissance, et puis je vous emmène à la plage, vous faire connaître le pays, etc., etc. Et il faut que ça peut durer 6 mois, 1 an. Et puis au bout d'1 an, la demande arrive. Et le gars est complètement cuit. Et il ne le sait pas, il s'en rend compte au moment où la demande arrive. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. C'est comme je disais, le congélateur du jeune juge, c'est vraiment l'investissement corruptif. C'est l'investissement corruptif. Cette technique-là. Et une technique bien faite, ce sont exactement les mêmes techniques, entre parenthèses, que les agents secrets. La technique de maîtriser une source, c'est de la maîtriser très en amont, et de manière et la technique consiste à dire qu'est-ce qui motive ce garçon. Et ce qui motive ce garçon, c'est plusieurs choses. C'est généralement pas l'argent. C'est le sport, le sport, la connaissance. Alors, dans beaucoup de pays, les études des enfants. Parce que les gens ne sont pas intéressés par l'argent pour eux. Ils sont assez honnêtes, etc. Surtout au niveau de la Chine. Hein. Exactement, la Chine, c'est la Chine. La Chine, c'est on paye les études aux enfants. Et puis, entre parenthèses, c'est ce qui est arrivé à Boutsilai. Et c'est quand l'enfant est en 2e année à Harvard que la demande arrive. Et puis là, c'est beaucoup plus difficile de... Donc c'est intéressant, les techniques de corruption bien faites par des organisations, alors dans la grande, c'est des techniques qui sont très très communes à celles des agents secrets, qui passent par une analyse très soigneuse des personnes, de ce qui les fait fonctionner, de ce qui est important pour leur environnement. Oui. Non, mais c'est... Et principalement dans des projets qui sont relativement longs. Oui, exactement. C'est-à-dire que sur des investissements qui demandent 7 voire 15 ans, tout à fait. Je pense dans des domaines comme l'armement, ou des domaines supra... Et là, on a une plage de 7 ans sur laquelle on peut se dire, on va pouvoir connaître cette personne, et petit à petit, la corrompre. Et ça, les juges français sont exposés comme les autres, et il y a des... c'est des vraies techniques, et je crois que personne aujourd'hui n'est à l'abri de ces techniques de retournement, et qui demandent d'ailleurs de mettre en place des mécanismes appropriés de protection, etc. C'est très... De veille, et puis de dire, le jour où vous êtes pris, un système qui est le contraire même de l'alerte, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un qui se sent pris puisse rentrer en métropole sans qu'on dise rien, sans que ça se sache jamais, et sans que son environnement, y compris sa famille, ne sache. Parce qu'après, c'est très...
c'est extrêmement compliqué, mais qui sont les mêmes techniques qu'on a donc, aux militaires, aux diplomates, d'exfiltration. D'exfiltration, avant qu'il soit trop tard. Et qui applique du coup le secret au lieu de le mettre Exactement, en place publique. exactement, c'est l'inverse. Et de le mettre en confiance pour dire la protection, notre protection, la vôtre, suppose que rien ne se sache jamais. C'est le contraire de la punition, c'est exactement le contraire de la punition. Mais Bourgzilla, il s'en sort bien quand même, hein. Il est dans une prison dorée, tout va bien pour lui. Ah bon? Non mais, après il y a énormément de thèmes dans ce que vous dites et pour Bourgzilla, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant en Chine comme en Russie, c'est que ce que vous disiez, c'est pourquoi les mécanismes de lutte contre la corruption, Poutine ratifie le GAFI, ce qu'il avait refusé devant, et se sert de cette ratification au GAFI pour éliminer tous ses opposants par les mécanismes internationaux. Et il devient le numéro 1 du GAFI, formidable, quel homme exemplaire en matière de lutte contre la corruption. Ça, on a eu ça depuis les indépendances, c'est-à-dire toutes les commissions de lutte contre la corruption n'ont jamais servi qu'à éliminer quelques ennemis politiques. Enfin, ils n'ont jamais éradiqué autre chose que ça. C'est uniquement pour cibler les ennemis politiques et puis pas autre chose. Ça a toujours été ça. Toujours été ça. Je me suis pas Oui. Donc Philippe Le Soin, je travaille chez SGS, qui est un cabinet de certification, et je m'occupe du département de prévention de la corruption. Donc, on a des entreprises à mettre des dispositifs en place pour éviter les problèmes de corruption d'agents publics. C'est pas les choses du genre Cotecna, vous n'êtes pas dans ce circuit sur les certifications, c'est pas sur les douanes, vous n'êtes pas ce travail. Non. D'accord. Alors on est sur des types certification équipe intelligence, ou alors le British Standard Institution, le BS 10500, qui risque de se transformer en ISO. Apparemment, sur la commission ISO pour la lutte contre la corruption, ce sera en 2015. Ça me faisait penser, je disais Cotecna, parce que c'est aussi un dispositif intéressant, parce que ce sont c'est l'externalisation de la surveillance des douanes par des sociétés privées promues dans les trucs, justement, New Public Management. Et donc, comme on considère que les douanes africaines sont corrompues, on met en place la nécessité d'externaliser par des sociétés privées qui certifient sur place, qui contrôlent les machins qui sont en Suisse, etc. On a un département qui fait ça. Alors, ces grosses sociétés, l'intéressant de ça, c'est que ces grosses sociétés qui font ça sont des hauts lieux elles-mêmes de corruption. C'est-à-dire, pour avoir les marchés, je connais en plus. Non, mais j'ai pas dit chez vous. Pas votre département. Tout sauf les vôtres. Un groupe suisse, on est extrêmement surveillé. Non. En tout cas, Cotecna, qui est aussi, je crois, un groupe suisse, qui est une des gros opérateurs qui tient plusieurs ports. Moi, j'ai des cas typiques où je sais qu'ils ont donné des sous-tables au Premier ministre, etc., pour continuer à avoir leur marché. Alors, donc c'est. Laissez-moi savoir. Non, mais c'est très intéressant. Regardez ça. Non, je plaisante. Non, mais ce qui est très intéressant, ce que vous dites, parce que ça, on le voit déjà dans ces séances, et on n'a pas fini de revoir, c'est comment la logique de la corruption corrompt tout, y compris, et à commencer par les mécanismes de lutte contre la corruption. Et on s'est posé la question la fois dernière à propos des États-Unis. C'est vrai, il y a des États-Unis qui ont un système de lutte contre la corruption qui est assez efficace, sur lequel on vient de publier un petit ouvrage, mais je ne ferai pas de publicité mensongère. Oui, on a étudié les mécanismes de lutte contre la corruption qui sont un dispositif qui est en train de se mettre au niveau mondial aujourd'hui, qui est assez efficace, qui n'est pas corrompu, mais qui est très guerre économique en revanche. Qui passe par des deals, je pourrais vous... Quoi? Oui, TPA, c'est ça s'appelle deal de justice, le marché américain de l'obéissance mondialisée. C'est un autre sujet, mais c'est un autre sujet qui n'est pas là parce que c'est la corruption. Et les Anglais commencent à adopter également le système. Bien sûr, parce que... bien sûr. Et je crois que le SCPC, dans son dernier rapport, oui, bien sûr. Le rapport 2012 du SCPC fait une proposition. Tout à fait. Parce que ce qui est intéressant dans la corruption, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes qui se posent à travers... Alors, la corruption est un discours sur la corruption, mais c'est un thème qui, à mon avis, doit être très, très pris au sérieux, comme point d'entrée, comme vous disiez. Nous sommes en train d'impulser 2 thèses sur le anti-corruption business. Oui. Ça aussi, nous on le voit à un autre niveau de bas, c'est-à-dire sur l'Afrique. C'est-à-dire il y a une thèse qui vient d'être finie et une autre qui est en cours sur donc les organismes de lutte anti-corruption en Afrique.
Et donc en fait l'existence du coup d'une rente anticorruption qui commence à se mettre à côté de la rente droits de l'homme et de la rente genre et de la rente pour être disons recherchée par un certain nombre d'associations ou de petits copains pour lancer leur truc et bénéficier de cette rente. Donc il y a des effets, c'est un niveau plus micro mais intéressant. Je pense que vous devez... Bien sûr. Voilà. Il y en a des plus sérieux, il y a quand même quelques instituts, quelques groupes d'anticorruption en Afrique qui sont sérieux, mais beaucoup sont totalement dans une optique de captation de la rente anticorruption. En tout cas, merci beaucoup, c'est passionnant, on pourrait continuer. C'est une belle randonnée à travers la corruption.